Salut et bienvenue dans cette Tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport au monde, aux autres ou à vous-même, vous les partagez avec nous. Et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, on répond à une question de Rachel. En écoutant un épisode du podcast À Soi de Charlotte Bien-Aimée d'Arte Radio, elle a découvert le concept d'aliénation parentale. C'est l'idée, nous dit-elle, qu'un enfant pourrait raconter qu'il a été agressé par son père alors que ce serait faux, que ce serait en quelque sorte soufflé par la mère pour que le père soit écarté. Rachel ne comprend pas qu'on enseigne cette théorie aux professionnels de la justice, qui l'utilisent d'ailleurs dans les affaires familiales, et voudrait avoir votre avis sur ce sujet, Mardi Noir. Eh bien oui Christophe, je crois que c'est tout le drame de l'incursion de la psychologie dans le champ judiciaire, ou plutôt de la psychologisation à outrance des comportements humains, mais sans y corréler la finesse clinique. Déjà, faisons un point sur ce syndrome d'aliénation parentale. Très sincèrement, avant la question de cette auditrice, je n'avais pas d'idée précise sur ce que cela pouvait être. Et vous avez donc fait des recherches. Et oui, donc apparemment, ça a été développé et théorisé par un psychiatre américain assez controversé, un certain Richard A. Gardner, au début des années 80, dans des contextes de divorce et de séparation, sans doute en recrudescence dans ces années-là. C'est vrai qu'avant, tant que l'aliénation se faisait en vase clos dans les familles, ça nous intéressait moins. Mais une fois qu'il y a eu des enjeux d'argent, de garde, de partage, on saisit l'intérêt de développer ce genre de concept. Dans ces situations parfois houleuses, agressives voire haineuses, ce psychiatre remarque qu'un des parents peut devenir aliénant et invective l'autre parent qui devient petit à petit isolé et écarté par les enfants. Et j'ai envie de dire, bien joué Richard. J'ajouterais qu'il n'y a pas forcément besoin de divorce pour observer qu'un enfant peut être envahi et colonisé par le discours d'un de ses parents contre l'autre parent. Que l'enfant devienne une sorte d'objet de médiation, c'est avec un peu de provocation le cas depuis un bon bout de temps. Il y a une rupture célèbre, celle de Médée et Jason dans la mythologie grecque. Médée tue les enfants qu'elle a eus avec Jason pour se venger de lui. Elle n'en a pas après ses enfants. Ils sont ce par quoi elle peut atteindre Jason. Un psychiatre controversé, un concept controversé principalement parce que Gardner considérait que l'aliénation parentale était le fait à 90% de femmes, mais pour autant, est-ce que cette aliénation parentale ne peut de temps en temps pas exister ? En fait, nous serions bien naïfs de penser qu'un enfant ne pourrait pas être instrumentalisé par un, voire ses deux parents, de manière consciente ou inconsciente, pour porter préjudice à l'autre parent, le faire souffrir, l'accabler, etc. Sauf qu'une fois qu'on a posé ce constat, on a tout et rien dit. Je vais revenir au thème du podcast en quelques mots. On y entend deux mères témoigner. Chacune raconte que son enfant a été agressé par le père, que la justice ne les a ni crues ni entendues, qu'elles ont été jugées comme étant des mères aliénantes, surprotectrices, fusionnelles, et que les enfants ont fini par leur être retirés pour être confiés au père, pourtant désignés par l'enfant d'abord, puis par la mère ensuite, comme étant violents et ou incestueux. Les accusations semblent claires, mais sur la base de ce syndrome d'aliénation parentale, la justice estime que cela a été encouragé par la mère. Et c'est bien là le problème que soulève Rachel, c'est que cette systématisation de ce concept soit parfois appliquée en justice. Et oui, c'est là qu'on a un problème. Mais après, je n'ai pas envie d'accabler non plus la justice ou l'aide sociale à l'enfance. Peut-être essayons de prendre un peu de hauteur. Ces sujets excitent tout le monde, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ça fait parler, ça fait réagir, que ce soit du côté de travailleurs hyper zélés qui cherchent le moindre indice de maltraitance chez des enfants. Et croyez-moi, pour avoir travaillé dans ce milieu, je vois comme on est prompt à sauter sur des interprétations de tout et n'importe quoi. L'enfant dit des choses mystérieuses, il est bizarre, il a fait un dessin énigmatique et hop, ça s'emballe. Tout le monde y va de sa petite hypothèse foireuse, soupçonneuse, comme s'il fallait déjouer le potentiel monstre parental qui provoque ces comportements étranges. La machine à fantasmes est lancée. Et puis j'ai aussi été témoin de l'inverse. Des enfants qui disent des choses très claires, sans tourner autour du pot. Et là, c'est le drame. Plus personne n'y croit, personne ne veut être dépositaire de cette parole, on fait comme si on n'avait pas entendu, ou on minimise, ou tout simplement, on ne sait pas comment s'y prendre. Mais avouez quand même, Mardi Noir, que la parole d'un enfant est souvent très difficile à saisir. Je crois que souvent, dans les deux cas, on n'écoute surtout que soi.
Quand on fait ces petites hypothèses, qu'on essaye à tout prix de trouver ce qui cloche, on se fait des films, on joue à se faire peur. Et parfois, il peut bien y avoir quelque chose, mais enfin, ça ne se fera pas sans écoute des principaux concernés. Et dans le cas où la parole de l'enfant est claire, eh bien, il faut le dire, c'est souvent inaudible. C'est trop précis pour que ce soit pris comme vrai. Dans les deux cas, en fait, la parole n'est pas traitée. Elle est soit surinterprétée, soit écartée. En aucun cas, elle est entendue pour ce qu'elle tente de dire. Certains professionnels de l'enfance plaquent des théories toutes faites sur ce qu'ils observent, et je peux le concevoir. C'est particulièrement délicat d'écouter. On risque d'entendre des choses horribles, ou même peut-être pire. On se hasarde à n'y rien comprendre, et ça, c'est vrai, c'est insupportable. L'être humain préfère se draper de son savoir et de son pouvoir, même s'il se trompe. Ça me rappelle un autre cas. Pas d'aliénation parentale cette fois, mais une erreur médico-judiciaire. Un enfant qui avait été retiré à ses parents pendant plusieurs années, car les parents étaient soupçonnés de le frapper jusqu'à lui briser les os. En fait, cet enfant souffrait de la maladie des os de verre. Vous savez, cette maladie qui provoque des fractures avec une simple chute. Et puis, par ailleurs, on pourra aussi remarquer que certains enfants, même en passant par l'hôpital et véritablement maltraités, ne sont pas sauvés et ça finit mal. Et j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, et là c'est un propos très personnel. Mais je crois qu'il est plus facile de s'attaquer à des personnes vulnérables et de bonne foi qu'à des parents réellement maltraitants. Parce que c'est humain, ils font peur, la situation fait peur, et l'enfant même fait peur. Donc visiblement, on écoute, mais on n'entend pas les enfants, et on plaque des concepts sur des paroles. Oui, c'est exactement ça. Et ce que je déplore avec ce syndrome d'aliénation parentale, c'est qu'il fait fi de la complexité humaine psychique. Celle sur qui on porte les soupçons, mais la nôtre aussi, avec nos propres manques et nos fantasmes. Il faudrait qu'il y ait le gentil parent accusé à tort d'un côté et le méchant parent manipulateur de l'autre. C'est digne d'une série Netflix divertissante, certes, mais caricaturale. Quand un juge balaye d'un revers de la main les accusations d'un enfant et d'une mère à l'encontre du père en les renvoyant à ce fameux syndrome, le seul effet que cela peut avoir, c'est la création, de fait, de ce syndrome. Plus vous direz à quelqu'un qu'il délire, que vous ne le croyez pas, et plus cette personne va se figer dans ses propos, qu'ils soient fondés sur une réalité tangible ou non. Mais bien sûr qu'il existe des parents paranoïaques aussi, et bien sûr que le thème de l'inceste est parfois utilisé pour atteindre l'un des parents. C'est toute la difficulté de ces situations, mais attention de ne pas trop vite sauter sur le sens avec lequel on est le plus à l'aise. Même un parano peut avoir raison. Et on revient à ce que vous disiez en introduction de cet épisode, ce qui compte c'est l'approche clinique, s'intéresser avant tout au sujet et à son histoire. Quand les séparations sont douloureuses ou violentes, les enfants n'ont pas toujours d'autre choix que d'être pris à leurs dépens dans ces conflits de loyauté. Ils se mettent à protéger le parent en souffrance ou au contraire à le rejeter. Ils acquièrent l'art de choisir ce qui peut être dit et ce qui doit rester caché. Certains, à l'âge adulte, même dans des contextes assez sereins, me racontent avoir été coupés en deux, comme si deux vies parallèles s'organisaient en eux. Bref. Nous sommes aliénés par notre famille. Et quand celle-ci se divise, l'aliénation devient double. Pas la peine d'en faire un syndrome. C'est plutôt un postulat de départ pour laisser la place à ce qui se joue au cas par cas dans chacune de ces familles. Il est important que le travail des psychologues et des psychiatres puisse éclairer la justice, mais il est encore plus important que la justice, elle, s'attache aux faits. Merci Mardi Noir et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage Marius Sor, réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.